je pense que les gens vont rejoindre progressivement. Je pense, oui. Alors, on va commencer par se présenter. Est-ce que tout le monde nous entend? Vous pouvez écrire dans le chat est ouvert. Si vous avez des questions ou si vous n'entendez pas, n'hésitez pas à utiliser la conversation pour le faire, pour qu'on puisse directement vous répondre. Est-ce que tout le monde nous entend pour l'instant? N'hésitez pas à le mettre dans la conversation, juste pour qu'on soit sûr. On va partir du principe que tout le monde nous entend. Alors, Fatoumata, tu vas commencer par te présenter. Oui, bonjour à tous. Alors, moi, c'est Fatoumata Cissé, consultante RH indépendante depuis fin d'année dernière. Donc, moi, j'interviens spécialement auprès des employeurs qui n'ont pas forcément de service RH ou de personnes attitrées pour gérer ce service-là. Donc, je leur viens en aide sur les problématiques qu'ils peuvent rencontrer dans le quotidien de leur entreprise. S'ils ont des procédures à mettre en place, je suis là pour ça. S'ils ont des questions également. Donc, grosso modo, voilà ce que je fais. Moi, je me présente, donc Laure Etienne, avocat en droit du travail à Strasbourg. Donc, ça fait 7 années que j'exerce en droit du travail aux côtés des salariés notamment. J'ai d'abord exercé dans un cabinet donc pro salarié pendant 4 ans et demi, puis j'ai exercé dans un autre cabinet qui était du côté employeur. Et puis, j'ai décidé de m'installer il y a 1 an à mon compte et de m'attacher à défendre effectivement les salariés. Voilà. Voilà un peu effectivement pour mon parcours et aussi la raison pour laquelle on a décidé d'organiser effectivement le webinaire. C'est dans l'idée effectivement de pouvoir aider à la fois les entreprises et de mon côté les salariés effectivement à mieux connaître leurs points. Voilà. On va entamer ce webinaire qui est sur le sujet de la rupture de contrat de travail, comment l'organiser. Laure et moi avons évoqué les différentes ruptures de contrat de travail qui étaient possibles durant le mois de juin. Et là, nous allons rentrer un peu plus en détail sur comment organiser une rupture de contrat de travail et éviter tout risque de contentieux avec son salarié ou son employeur. Je te laisse présenter le sujet. Oui, alors du coup, dans les différents points que l'on va vous présenter aujourd'hui, l'idée déjà, c'est de savoir de quoi on parle. De quoi on parle lorsqu'on parle de rupture du contrat de travail. Qu'est-ce qu'une rupture du contrat de travail? Et effectivement, de quelle manière on doit adapter cette rupture par rapport à la situation du salarié. Donc ça, c'est effectivement le premier point. Et surtout, au-delà de savoir qu'est-ce qu'une rupture du contrat de travail, de quelle manière on doit l'organiser effectivement pour qu'elle soit opérationnelle. Ensuite, effectivement, au-delà de la notion de rupture, il faut savoir quelle stratégie on met en place. Parce que c'est une chose de savoir quelles sont les différentes modalités de rupture, c'est autre chose de savoir effectivement de quelle manière, quelle est la solution de sortie qui est la plus adaptée pour une entreprise ou pour un salarié. Il y a un certain nombre de facteurs dont il faut tenir compte, effectivement, qu'on va vous présenter. Par la suite, on va vous présenter aussi les acteurs parce qu'il y a des acteurs que tant les entreprises que les salariés peuvent solliciter. Il y a différents acteurs au sein de l'entreprise et qui peuvent permettre et qui peuvent contribuer à mettre en place une solution de rupture qui soit à la fois saine pour l'entreprise et pour le salarié. Ensuite, effectivement, forcément, qui dit rupture, dit certaines formalités à respecter, notamment dans la notification de la rupture et notamment dans les documents. Donc ça, c'est pareil, c'est des choses dont on va vous parler et puis on finira par une conclusion sur les points importants effectivement à retenir et les éventuelles questions que vous pourriez avoir et auxquelles nous répondrons avec plaisir. Voilà. Alors, on va commencer effectivement par vous parler qu'est-ce qu'une rupture du contrat de travail.
Du coup, qu'est-ce qu'une rupture du contrat de travail? Fatoumata, tu veux peut-être commencer? Alors, une rupture de contrat de travail, c'est tout simplement une volonté du salarié et de l'employeur, ou des fois que du salarié ou des fois que de l'employeur, de mettre un terme au contrat de travail qui les lie, pour diverses raisons. Ils peuvent mettre un terme à leur contrat de travail quand c'est l'employeur qui le décide par un licenciement, quand le salarié décide de quitter l'entreprise par une simple démission, et quand c'est d'un commun accord par une rupture conventionnelle. Tout simplement. Tout est en fonction du choix, de la situation, du contexte et de qui souhaite mettre un terme au contrat. Donc, effectivement, la rupture, chaque partie, à la fois l'employeur et le salarié, peut avoir l'initiative. L'employeur, on le sait, c'est le licenciement. Ce qu'il faut aussi savoir, contrairement à ce qu'on peut croire des fois, c'est que l'employeur n'a pas d'autre solution que le licenciement. Il ne peut pas, par exemple, solliciter ce qu'on appelle la résiliation judiciaire du contrat. C'est souvent quelque chose que l'on croit, mais qui n'est pas possible. Pour le salarié, effectivement, on a tout ce qui est démission, prise d'acte, résiliation judiciaire et d'un commun accord. Effectivement, c'est la fameuse rupture conventionnelle. Mais le choix qui va être fait à la fois par l'entreprise et à la fois par le salarié va dépendre d'un certain nombre de facteurs. Et donc, effectivement, c'est ces différents facteurs qui vont être combinés et qui vont conduire effectivement l'entreprise ou le salarié à choisir une option de rupture qui lui soit la plus favorable possible. Et donc, effectivement, vous avez différents critères dans le choix de la stratégie de rupture qui sont employés. Il y a à la fois le contexte au sein de l'entreprise. Est-ce que oui ou non, il y a une situation de conflit au sein de l'entreprise? Ça, c'est une première chose. Et aussi, quelle est la situation du salarié? Est-ce qu'il est en situation de problème de santé? Est-ce qu'il est en situation où il ne parvient plus à occuper son poste de travail? Est-ce qu'il a le souhait ou non de rester dans l'entreprise? Est-ce qu'il a un poste de travail qui serait susceptible de l'attendre à la sortie? Ou est-ce qu'il a le souhait aussi de vouloir engager un contentieux à l'encontre de son employeur? Donc, c'est ces différents facteurs qui peuvent, par exemple, faire que le salarié va choisir une solution plutôt qu'une autre. Alors là, on va parler sur les différents contextes de rupture et on va parler plus précisément sur l'état de santé du salarié. Parce que quand un salarié a des soucis de santé, nous pouvons nous séparer de lui en tant qu'employeur et lui en tant que salarié, quand il n'a pas d'autre possibilité, doit quitter la société dû à ses problèmes de santé. Donc, on a voulu faire des cas pratiques pour qu'ils soient beaucoup plus parlants, pour que demain, quand vous êtes en entreprise en tant que salarié ou en entreprise en tant qu'employeur, si vous êtes dans l'une des situations, savoir quelle solution adopter face à certaines situations. Donc, effectivement, la situation qui se pose, c'est par exemple, moi, je suis salarié dans l'entreprise et j'ai des problèmes de santé. J'ai des problèmes de santé qui font que je suis en arrêt de travail et que je ne m'imagine pas à terme reprendre mon poste de travail. Et donc, par ailleurs, l'autre problématique, au-delà du fait que le salarié ne veut pas rester dans l'entreprise, a des problèmes de santé graves, le fait est qu'avec ce problème de santé, il sera difficilement envisageable pour lui de pouvoir retrouver un poste à la sortie. Dans ces cas-là, eh bien, quelle est la stratégie qu'on va adopter? Eh bien, le plus souvent, c'est le diriger vers ce qu'on appelle un licenciement pour inaptitude. Le licenciement pour inaptitude, c'est qu'effectivement, une procédure via le médecin du travail, c'est-à-dire qu'on va orienter le salarié vers le médecin du travail pour que ce dernier l'examine et dise si par rapport à son état de santé, il envisage ou non une reprise possible de son poste de travail. Si ce n'est pas le cas, et si effectivement il n'y a pas de solution de reclassement dans l'entreprise, parce qu'il faut savoir que même si le médecin du travail décide de déclarer un salarié inapte, il y a une obligation de reclassement de l'employeur en principe, qui, Fatoumata vous en parlera, l'oblige à retrouver un poste. Eh bien, s'il n'y a pas de reclassement possible, il y a un licenciement. Quel est l'avantage de ce licenciement? C'est que, ça lui permettra de toucher les allocations de retour à l'emploi, ce qui est quand même important lorsque on est face à un salarié qui ne pense pas pouvoir retrouver un travail facilement. Et deux, un licenciement pour inaptitude,
Ça permet de formaliser le fait qu'il a des soucis de santé et qu'il quitte son travail en raison de soucis de santé. Et puis, indemnitairement, ça peut être aussi très intéressant parce que le salarié va toucher des indemnités de rupture, notamment lorsqu'il est dans le cadre d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail, qui sont intéressantes. Donc là, par exemple, on répond aux différents besoins du salarié en disant, ben voilà, un licenciement, donc allocation de retour à l'emploi, donc sécurité, financièrement intéressant aussi lorsqu'on sait qu'on ne va pas retrouver du travail et qui, en même temps, on est dans un cas de problématique de santé, on a un motif de licenciement qui est cohérent et qui correspond au problème de santé du salarié. Et là, nous avons voulu illustrer un cas aussi d'une salariée, donc Madame Dupont, on a mis des noms. Sachez que les noms sont des noms que nous avons pris comme ça, ne désignent aucune personne dans des situations réelles. Donc, Madame Dupont, elle travaille dans une société. Malheureusement, elle a des problèmes de santé qui l'empêchent de pouvoir continuer à travailler dans l'entreprise dans laquelle elle est depuis plusieurs années. Et même après plusieurs arrêts maladie, elle ne peut pas retrouver son poste dû à ces problèmes. Donc, en tant qu'employeur, il va falloir organiser un rendez-vous avec la médecine du travail et son salarié pour que la médecine du travail puisse diagnostiquer et également proposer un reclassement du poste de Madame Dupont. Si le reclassement n'est pas possible et avant même le reclassement, on essaye de réaménager le poste du salarié pour voir si ça lui convient ou non. Si à ce moment-là, ce n'est pas possible, on essaye un reclassement. Reclassement qui n'est pas possible, à ce moment-là, l'employeur peut envisager un licenciement de sa salariée. Ce licenciement n'est pas un licenciement qui est conflictuel, c'est malgré l'employeur et malgré la salariée. L'état de santé prime et du coup, on a l'obligation malheureusement de se séparer de son salarié. Cependant, bien qu'il n'y a pas de situation conflictuelle, il va falloir respecter certaines procédures. Donc, les procédures de licenciement sont à respecter malgré tout. Donc, la convocation à l'entretien préalable, voir avec le salarié notifier au salarié s'il souhaite se faire assister ou non. Une fois que ces formalités sont faites, on fait la notification de licenciement en fonction de ce que le médecin du travail a prescrit. Et du coup, à ce moment-là, le médecin du travail prescrit une inaptitude au poste du travail de Madame Dupont. Donc, on respecte bien toutes ces formalités, on respecte le préavis, on respecte les indemnités à verser aux salariés et on quitte notre salarié en bonne et due forme. Donc là, on va passer sur un autre cas de figure qui est l'existence d'un conflit entre le salarié et l'entreprise, chose qui peut arriver, et voir comment nous pouvons gérer ce type de situation quand on est salarié et quand on est employeur. Alors, effectivement, vous avez le cas de figure où vous avez un salarié qui est en conflit au sein de l'entreprise, c'est-à-dire qu'il a des velléités vis-à-vis de son employeur en disant, voilà, ça peut être n'importe quoi, hein, des questions d'heures supplémentaires, des questions de planning de travail, des questions de mésentente avec l'employeur, tout ce qu'on veut. Ce salarié, par exemple, peut se dire, moi, je sais que j'ai une possibilité de retrouver un emploi rapidement ailleurs. Et il dit, mais en même temps, OK, moi, je vais retrouver un poste rapidement, mais j'ai quand même envie de formaliser le fait que je suis en conflit avec mon employeur et que si je pars, c'est à cause de lui. Eh bien, dans ces cas-là, effectivement, on a ce qu'on appelle la prise d'acte. Moi, je vais orienter mon salarié vers la prise d'acte. Pourquoi? Parce que la prise d'acte, c'est ciblé comme une démission fautive. C'est-à-dire que le salarié va envoyer un courrier à l'employeur en disant « Je romps mon contrat à cause de tel et tel manquement, je pars de l'entreprise à cause de ça. » Quel est l'intérêt de l'orienter vers cette rupture-là? C'est que vu qu'il a un autre poste de travail, même si effectivement la prise d'acte, l'envoi du courrier rompt tout de suite son contrat, ça ne pose pas de problème parce qu'il a effectivement une activité professionnelle qui l'attend. Deuxième chose, ça permet, comme il le souhaite, de formaliser le fait qu'il y a un conflit en disant voilà, je pars parce que je ne pars pas comme ça, je pars parce qu'il y a un problème avec l'entreprise. Ça, c'est la deuxième chose. Et troisième chose, ça lui permet effectivement d'envisager un contentieux et de préparer un contentieux avec l'entreprise, puisque la prise d'acte, il va y avoir une procédure qui va être faite devant le Conseil des prud'hommes
Et ensuite, le conseil des prud'hommes pourra être amené effectivement à requalifier, à dire que bah oui, le salarié avait raison de partir de l'entreprise à cause de ses fautes elles étaient graves, et de faire produire à cette rupture les effets d'un licenciement abusif. Donc, ça va permettre aux salariés qui souhaitaient voir reconnaître ses droits d'avoir une reconnaissance, cette reconnaissance devant le conseil des prud'hommes, d'avoir en plus des indemnités au passage. Donc, là encore, cette orientation va atteindre tous les objectifs du salarié, le souhait de partir rapidement parce qu'il a un autre poste de travail, le fait de pouvoir formaliser le fait qu'il est en conflit avec son employeur et le fait effectivement de pouvoir engager une procédure contentieuse par la suite à l'encontre de l'entreprise. Donc là encore, on est dans un cas de figure qui est adapté par rapport aux souhaits spécifiques du salarié. Et dans le cas de figure, quand on est à la place de l'employeur et qu'on a un salarié qui peut apporter des problèmes au sein de la société, donc là, on a un exemple tout simple où c'est un salarié qui crée une mauvaise atmosphère au sein de l'entreprise suite à une nouvelle direction qui est arrivée, donc à une nouvelle direction avec une nouvelle vision, une nouvelle stratégie, et le salarié n'est pas forcément en accord avec ces nouveautés, et du coup, ça crée des conflits répétés au sein de l'entreprise. À ce moment-là, en tant qu'employeur, on va partir sur une tentative en fait de trouver une solution à l'amiable. On va convoquer notre salarié, essayer de prendre un peu la température, savoir un peu qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'il revendique, essayer d'apaiser les conflits. Si, suite à cette tentative de résolution à l'amiable, on a un salarié qui est toujours dans le conflit, qui ne veut pas apaiser les tensions, à ce moment-là, on peut partir sur une procédure disciplinaire. Une simple procédure disciplinaire, c'est de mettre un avertissement à son salarié, en lui expliquant que là, il va falloir cesser et de pouvoir, enfin, pour pouvoir remettre une bonne atmosphère au sein de la société et pouvoir retravailler correctement. Si on a toujours un salarié, malheureusement, des fois ça arrive, qui campe sur ses positions, qui ne souhaite pas forcément, mais parce que peut-être qu'il a des choses à revendiquer, peut-être qu'il y a quelque chose, il y a un mal-être plus profond auquel il ne veut pas faire part à l'employeur, c'est dommage, mais à ce moment-là, il va falloir trouver une autre solution qui peut aller jusqu'au licenciement, donc le licenciement peut être grave, pour un comportement qui est incompatible avec le bon fonctionnement de l'entreprise. En tant qu'employeur, si on part sur ce licenciement, il va falloir quand même constituer un dossier qui prouve que le salarié est dans le conflit avec l'entreprise, que le salarié, malgré les tentatives d'apaiser les tensions, ne l'écoute pas ou ne veut rien entendre et est toujours dans cette optique de conflit répété. À ce moment-là, on note tout, on liste tout, on constitue un dossier contre nos salariés. Dès qu'on entame la procédure de licenciement, on notifie aux salariés le pourquoi du comment on le licencie. On respecte bien évidemment la procédure, encore une fois, de licenciement avec le courrier de convocation, l'entretien préalable. On précise au salarié qu'il peut se faire assister. On écoute ce que le salarié a à dire. Et si la décision est prise, à ce moment-là, on part sur la notification du licenciement. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Alors, n'hésitez pas si vous avez des questions. Le but, c'est que ce soit le plus interactif possible. Donc, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. Nous, on y répond au fur et à mesure. On regarde régulièrement, effectivement, s'il y a des questions qui sont posées. Donc, n'hésitez surtout pas à les poser dans la conversation et nous, on répondra au fur et à mesure. Et sinon, on y répondra à la fin. Voilà. Et donc là, on part sur une faute qui est due totalement de la part du salarié. Donc, on va un peu voir comment cela se déroule en tant que salarié et employeur. Souvent, je tiens à préciser, quand il y a une existence de la faute du salarié, souvent le salarié ne revendique pas forcément, je vais laisser la parole à Laure, quand un salarié est dans cette situation, qu'est-ce qu'il devrait faire? Est-ce qu'il a des choses particulières à faire? Est-ce qu'il devrait se rattraper ou lui-même prévoir un entretien avec son employeur pour pouvoir rattraper, si je puis dire, la bêtise qu'il a faite ou non?
Je laisse la parole à Laure et nous guider à ce niveau-là pour savoir comment on peut gérer cela en tant que salarié quand on a fauté. Quand on est salarié et qu'on a fauté, effectivement, la situation, elle est plus compliquée parce qu'effectivement, le risque, c'est que l'entreprise procède à ce qu'on appelle un licenciement pour faute, un licenciement disciplinaire. À partir de là, alors, ce qu'il faut savoir, et contrairement à ce qu'on peut souvent croire, le licenciement pour faute ne prive pas le salarié des allocations de retour à l'emploi. Moi, j'ai souvent cette croyance, c'est sans incidence. Le fait que le salarié soit licencié pour faute n'a aucune incidence sur les allocations de retour à l'emploi. Mais ça peut être problématique pour le salarié qui, par exemple, veut retrouver un poste et se dit, ben voilà, j'ai un risque de licenciement pour faute qui est a priori justifié. Parce que si ça ne l'est pas, j'ai envie de vous dire, il y a une possibilité de contester par la suite. Mais si c'est le cas, moi, j'aurais tendance effectivement à voir si on ne peut pas négocier avec l'employeur, par exemple, pour dire, est-ce qu'on ne peut pas convenir, par exemple, d'une rupture conventionnelle. Dire, voilà, on a plané les choses, ça vous évite à vous, par exemple, une contestation derrière du licenciement, et derrière, effectivement, chacun repart de son côté. Donc, c'est une solution, par exemple, dans ces cas-là, d'orienter le salarié vers une négociation, vers une rupture conventionnelle lorsque cela est possible. Et du côté de l'employeur, c'est comme l'exemple précédent, quand on a un salarié qui a fauté et qu'on souhaite se séparer de ce salarié, on constitue un dossier tout simplement avec toutes les preuves de ce qu'on reproche au salarié pour pouvoir avoir ces preuves en notre possession au cas où, si demain il y a un contentieux et que le salarié, comme disait Laure, conteste le licenciement. Ensuite, on peut partir sur un licenciement pour faute. En fonction de la faute, ça peut être une faute grave ou une faute lourde. Mais souvent, quand c'est des petites erreurs du salarié qui peut faire, on va partir sur une faute grave. Donc, pareil, comme les autres procédures, on respecte la procédure de licenciement avec la convocation, l'entretien. Quand c'est une faute grave, le salarié n'a pas d'indemnité. Comme Laure l'a dit, il peut prétendre aux indemnités de retour à l'emploi, mais pas d'indemnité de licenciement. La notification de licenciement, c'est pareil. On l'envoie par lettre recommandée à notre salarié dans un délai de 1 mois après la date d'entretien préalable au licenciement. Et on reste bien évidemment dans l'empathie. On respecte, quand je dis dans l'empathie, on respecte la procédure comme elle doit être respectée sans pour autant blâmer plus que ça notre salarié. Alors, je vois juste qu'il y a une question de Madame Ngatse. Votre question, nous faire comprendre sur la rupture est notifiée dans le Code du travail. C'est quoi exactement qu'est-ce que vous voulez dire par là? Quelle est exactement votre question? Parce que si votre question est de savoir si tout ce qu'on dit par rapport à tout ce qui est notification de rupture du contrat de travail, c'est effectivement prévu par différents articles du Code du travail. Est-ce que c'était ça votre question? Oui, donc effectivement, les différentes dispositions sont prévues par le Code du travail en fonction effectivement des modalités de rupture que vous avez. Vous avez dans chaque partie du Code du travail différentes dispositions qui reprennent les différentes modalités de rupture, les dispositions. Après, tout ce qu'on vous dit là, ce n'est pas ce qui est prévu par le Code du travail. Alors, ce n'est pas, le but, c'est de ne pas vous redire ce que dit le Code du travail, c'est de vous dire comment utiliser à bon escient ces différentes choses. C'est-à-dire mettre en place une vraie stratégie de rupture pour qu'elle soit à la fois intéressante pour le salarié et pour qu'elle soit intéressante pour l'employeur. Donc, c'est savoir utiliser dans quel type de situation on va utiliser quel type de rupture. C'est surtout ça, effectivement, l'objectif de ce webinaire. J'espère que j'ai répondu à votre question, du coup. Voilà. Là, on va poursuivre. Alors là, on va parler sur l'existence d'un risque contentieux. On peut être dans des situations où une faute, que ce soit de l'employeur ou du salarié, puisse mener à un contentieux. Donc, on va voir du côté du salarié et du côté de l'employeur. D'accord.
Donc, du coup, la première chose, c'est le cas effectivement d'un salarié qui se retrouve en situation de conflit, notamment le salarié, la salariée qui se fait harceler par son employeur, qui effectivement ne supporte plus ses conditions de travail, qui est en arrêt de travail. Eh bien, on se retrouve dans une situation où effectivement la salariée ne sait plus quoi faire. Elle est dans une situation de blocage et elle cherche une solution de sortie. Forcément, surtout lorsqu'on est dans une situation où effectivement on ne cherche pas à rester dans l'entreprise, parce que forcément, lorsqu'on est harcelé, on n'a pas envie de rester dans l'entreprise. Eh bien, la solution, c'est l'orienter vers un licenciement pour inaptitude. Là encore, pourquoi? Parce que le licenciement pour inaptitude, ça va permettre, qui dit licenciement dit protection, puisque le salarié pourra bénéficier des allocations de retour à l'emploi. Ça dit aussi des indemnités qui seront intéressantes pour lui. Et ça dit aussi qu'on formalise quelque part que sa rupture est due à des problèmes de santé. Et ça peut notamment être intéressant si derrière, le salarié a des velléités de se dire, non, voilà, moi, j'ai l'intention derrière d'engager éventuellement une procédure à l'encontre de mon employeur. Le fait de le faire licencier pour inaptitude permettra éventuellement par la suite de préparer une procédure où on contestera effectivement l'inaptitude et le licenciement du salarié en disant finalement cette inaptitude, elle est due à des fautes de l'employeur. Donc, ça répond là encore, le licenciement pour inaptitude va répondre aux différents objectifs du salarié qui sont de sortir de l'entreprise, deux, de faire formaliser le fait que s'il sort de l'entreprise, c'est à cause de problèmes de santé, trois, le protéger financièrement parce que il va pouvoir bénéficier des allocations de retour à l'emploi et des indemnités de rupture qui sont quand même intéressantes. Voilà. Et du côté de l'employeur, on peut être dans une situation où on a un salarié qui fait fuiter certaines informations confidentielles et sensibles. Donc là, à ce moment-là, il faut prendre certaines mesures car ces informations peuvent être liées à des salariés, peuvent être liées à certaines choses très importantes, très sensibles et très confidentielles. Donc, il va falloir que l'entreprise se protège et des fois, se protéger passe par se séparer du salarié qui a commis cette faute. Le tout, c'est comme les exemples précédents, c'est de collecter les informations qui prouvent que c'est bien le salarié sur lequel on a des soupçons qui a fait fuiter ces informations, qu'on se constitue un dossier très solide pour entamer une procédure de licenciement à l'encontre de ce salarié. Comme d'habitude, la procédure de licenciement, que ce soit dans cette situation ou dans les précédentes qu'on a citées, c'est toujours les mêmes procédures. On convoque le salarié, on fait un entretien, on notifie le licenciement. Tout dépendra de la gravité de la faute du salarié, si on part sur un licenciement pour faute lourde ou un licenciement pour faute grave. Et à ce moment-là, et dans ce cas de figure, je tenais aussi à préciser que des fois, les situations, c'est des situations qui ne sont pas forcément courantes et qui peuvent être assez compliquées à gérer. Il ne faut surtout pas hésiter en tant qu'employeur de se faire accompagner par des personnes externes quand on n'a pas les compétences et l'expertise au sein de notre société. Donc, se faire accompagner par un avocat pour qu'il puisse nous guider, nous diriger sur les procédures à réaliser, sur comment les mettre en place et quelle attitude adopter face à ce type de situation. Tout simplement. Et ensuite, une fois qu'on est accompagné, qu'on met en place toutes les procédures, on part sur une séparation de notre salarié. Malgré tout, c'est aussi pouvoir se protéger face à ce type de situation auprès de nos salariés, de nos clients, pardon. Parce que si les clients sont au courant de la fuite de ces informations, l'entreprise peut montrer son professionnalisme en disant qu'on s'est séparé de notre salarié, que ça n'arrivera plus, et puis voilà, rassurer ses clients sur la procédure qui a été mise en place. Alors, il y a une question de M. Ngatsé. Est-ce que la non-acceptation du changement au sein de l'entreprise proposée par l'employeur peut entraîner la rupture du contrat de travail d'un salarié? Donc, si tu veux peut-être commencer à répondre. Je pense que vous parlez dans le cas où il y a la santé du salarié qui est mise en cause. Ou une modification du contrat.
Modification du contrat. Après, s'il y a une modification du contrat, tout dépend. Si c'est une modification du contrat, oui. Si c'est une modification je ne trouve plus mes mots, peut-être que Laure va m'aider. De simples conditions de travail, enfin, un simple changement des conditions de travail. Tout simplement, quand c'est de simples conditions de travail, le salarié se doit d'accepter parce que l'employeur ne demande pas forcément l'avis du salarié, il peut, on va dire, les imposer. Par contre, si c'était les conditions du contrat de travail, à ce moment-là, l'employeur doit avoir l'accord express du salarié et sans ça, il ne peut pas modifier les conditions du contrat de travail. Ça, c'est pour compléter, effectivement, tout ce qui est modification du contrat, lieu de travail, fonction, salaire, c'est une modification du contrat de travail qui, en tant que tel, nécessite l'accord du salarié de la signature d'un avenant, alors que le simple changement des conditions de travail ne nécessite pas l'accord du salarié. Et si effectivement le salarié refuse un simple changement des conditions de travail et qui fait partie du pouvoir de direction de l'employeur, ça peut éventuellement du coup justifier un licenciement. Voilà. Mais par contre, la modification ne peut jamais être imposée, comme l'a dit Fatoumata, on ne peut jamais imposer la modification du contrat de travail à un salarié. Si le salarié ne signe pas l'avenant, eh bien, l'employeur, en principe, applique les anciennes conditions et pas les nouvelles conditions qui sont prévues par l'avenant. Voilà. J'espère qu'on a répondu à votre question. On continue. Hop là. Et du coup, il y a des ruptures qui sont dans un cadre amiable quand le salarié est OK, que l'employeur est OK, il n'y a pas de conflit entre les deux, que les deux, l'un ou l'autre veut se séparer de l'un ou l'autre, on a des ruptures qui se font à l'amiable et qui se passent très, très bien. Voilà, donc effectivement, lorsqu'on est dans le cadre d'une situation qui est amiable, la solution, c'est effectivement le plus souvent, moi ce que je conseille, c'est la rupture conventionnelle. Parce que à ce moment-là, la rupture conventionnelle, ça permet effectivement de faire quelque chose d'apaisé, contrairement à un licenciement ou une prise d'acte. On est sur quelque chose de très apaisé, voilà, qui montre qu'il n'y a pas de conflit entre le salarié et l'employeur. Et ça protège à la fois les intérêts de l'entreprise parce que c'est pas quelque chose de conflictuel qui va éventuellement donner lieu à une procédure ensuite par le salarié. Et c'est intéressant pour le salarié parce que derrière, il peut bénéficier des allocations de retour à l'emploi et du coup, il est quand même protégé. Il est quand même protégé financièrement de ce qui peut se passer. Donc, c'est intéressant, mais comme va sûrement vous en parler Fatoumata, il se peut que les employeurs acceptent moins de le faire en raison du changement, notamment au niveau du forfait social. Ça, je te laisse la parole pour ça. Oui, c'est vrai qu'une rupture conventionnelle, c'est bien parce que s'il n'y a pas de conflit, tout le monde est OK, l'employeur est d'accord, le salarié est d'accord, sauf que l'employeur doit payer le départ de son salarié. Et ça, certains employeurs ne voient pas cette chose-là comme ça, se disent pourquoi je devrais payer pour que mon salarié parte, parce que des fois, c'est des très bons éléments qui s'en vont, peut-être pour d'autres projets, pour aller à la concurrence, peu importe. Et c'est vrai que les employeurs ne sont pas pour on va dire, comment on peut appeler ça, cette façon de penser, se dire, je paye pour que mon salarié s'en aille ailleurs, alors que moi, j'aimerais bien qu'il reste. Une rupture conventionnelle se passe assez rapidement. On en a pour aller une procédure un délai d'environ 1 mois, 15 jours ouvrables, 15 jours calendaires et ensuite 15 jours ouvrés. Il y a un premier entretien qui est fait pour mettre sur papier les termes de la rupture. Ensuite, il y a une convention qui est signée avec un délai de rétractation de 15 jours calendaires. Une fois ce délai passé, si le salarié ne s'est pas rétracté, si l'employeur ne s'est pas rétracté, à ce moment-là, on envoie la demande d'homologation auprès de la directe, de la DRIT. Une fois que l'homologation est faite, donc, si la DRIT ne répond pas à la demande, ça vaut acceptation. Et à ce moment-là, le salarié sort des effectifs, part avec son solde de tout compte, ses indemnités qui sont équivalentes aux indemnités de licenciement. Il part avec ses congés payés et il a le droit, comme le disait Laure, aux indemnités, aux aides au retour à l'emploi. Donc, c'est tout bénéfique pour un salarié quand il part avec ce type de rupture de contrat. Pour l'employeur,
ça peut être pareil. C'est à lui de faire son calcul, à voir si son salarié lui vaut cher ou pas et accepter ce type de rupture. Et là, on va passer sur les acteurs à disposition du salarié et de l'entreprise, car quand on fait une rupture de contrat de travail, on peut avoir des acteurs externes qui entrent en compte et qui peuvent aussi influencer les décisions. Alors, effectivement, il y a différents acteurs qui peuvent être sollicités. C'est-à-dire qu'un salarié ou une entreprise n'est jamais seul, notamment s'agissant du salarié. D'ailleurs, même pour l'employeur, hein, le médecin du travail est un acteur de premier choix à solliciter. Pour un salarié, lorsque il a des problèmes de santé, moi, ce que je dis souvent à mes salariés, c'est le plus souvent, dans ces cas-là, ils sont en arrêt de travail, je leur dis, allez voir le médecin du travail, faites ce qu'on appelle une visite de pré-prise pour voir effectivement ce que pense le médecin du travail de votre état de santé. L'idée étant de dire, bon, est-ce que le médecin du travail peut s'orienter vers un licenciement pour inaptitude ou pas? Ou est-ce qu'il n'envisage pas du tout de déclarer le salarié inapte? Donc, le médecin du travail, notamment lorsqu'on envisage ce type de stratégie de licenciement pour inaptitude, c'est un acteur clé que l'on va solliciter. Ensuite, on a ce qu'on appelle les délégués syndicaux ou CSE, que le salarié va là encore pouvoir solliciter. Par exemple, s'il estime qu'il est en situation de risque, qu'il est en situation de danger, ou par exemple, s'ils sont salariés protégés, normalement, donc là, Fatoumata en parlera mieux que moi, l'employeur doit demander par exemple l'autorisation du CSE. Les délégués syndicaux sont aussi là pour assister le salarié, par exemple, dans le cadre d'un entretien préalable. Si effectivement on a des représentants au niveau de l'entreprise, eh bien, le salarié, ce sera via ce représentant qu'il va passer pour être assisté. Et voilà, donc vous avez ces différents acteurs qu'il ne faut pas ignorer, qui sont là dans l'entreprise et qui vont permettre aux salariés effectivement de préparer sa stratégie de rupture, de sortie. Et c'est important quand on est salarié de les solliciter. Voilà. Fatoumata, je te laisse effectivement parler par rapport à l'employeur, parce que de la même manière que le salarié, pour l'employeur, ces différents acteurs sont aussi essentiels. Effectivement. En tant qu'employeur, quand on a un salarié qui est absent pendant un certain moment, la procédure, c'est à son retour de planifier un rendez-vous chez la médecine du travail avant qu'il puisse reprendre son poste. Comme le disait Laure, c'est pour voir ce que le médecin du travail dit, est-ce que le salarié est apte à reprendre son poste ou non, en fonction déjà du poste qu'il occupe, parce que des fois, quand on est en arrêt maladie, des fois, ça peut être lié à son poste de travail. Si c'est le cas, est-ce que la médecine du travail juge qu'on est apte à reprendre notre poste ou non? Quand on est employeur, il y a une chose qu'il faut qu'on garde en tête et qu'on a dans nos habitudes, c'est quand on veut se séparer d'un salarié, c'est automatiquement consulter le CSE. Le CSE, quand il est mis en place, il faut le consulter pour ce type de rupture. Voir avec lui, convoquer ne veut pas dire avoir l'aval du CSE ou non. C'est l'employeur qui décide s'il veut se séparer de son salarié ou non, mais dans la procédure, il faut consulter le CSE pour émettre les raisons pour lesquelles nous souhaitons nous séparer de notre salarié. Ensuite, il y a aussi l'inspection du travail qu'on peut consulter. Quand on a un salarié protégé, il faut l'accord express. Par contre, là, c'est vraiment obligatoire. Il faut l'accord express de l'inspection du travail pour pouvoir se séparer de son salarié qui est protégé. Un salarié protégé, c'est un salarié tout simplement syndiqué au sein de la société. Et nous allons passer sur les outils de gestion et suivi administratif. Là, je pense que c'est plus au niveau de l'employeur pour suivre ces procédures et les faire en bonne et due forme. C'est veiller toujours à respecter les étapes et les délais. C'est important pour éviter tout vice de procédure, pour éviter de se tromper. C'est limite se mettre un calendrier ou des fois, on a des outils comme des SIRH, des logiciels spécialisés qui permettent à l'employeur d'avoir en fait tout un récap de comment procéder et comment entamer une certaine procédure. Donc, il y a des SIRH qui sont bien faits, qui donnent les étapes à suivre
Pour un licenciement, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour une rupture conventionnelle, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour une démission, comment on accueille une démission? Il faut également, comme on l'a dit tout à l'heure, s'entourer des personnes, quand on ne les a pas en interne, des personnes externes avec certaines compétences et une certaine expertise qui puissent nous conseiller et nous accompagner dans nos procédures quand on ne sait pas les faire, quand on n'a pas les capacités, quand on a des doutes. Quand vous avez des doutes, entourez-vous. Allez voir un avocat spécialisé dans l'accompagnement des employeurs ou une personne dans le droit qui puisse vous conseiller et vous donner les marches à suivre pour faire toutes ces procédures en bonne et due forme et éviter toute erreur. Je ne sais pas si Laure a quelque chose à dire à ce niveau-là aussi. Non, je pense qu'effectivement, c'est assez clair. Ce qui est clair, c'est qu'il faut être accompagné parce que les ruptures, c'est quelque chose qui est complexe et que du côté du salarié, il peut y avoir, dès lors qu'il y a, je dirais, des vérifications qui n'ont pas correctement été faites sur les délais de convocation, sur les documents administratifs, forcément, c'est quelque chose qui va être vérifié par l'avocat du salarié. Voilà, donc effectivement, il y a une question. Ah oui, il y avait une question. Si l'employeur ne respecte pas toutes ces procédures, alors il y a différentes possibilités. Tout dépend de ce qui n'est pas respecté. Mais par exemple, tout ce qui est irrégularité de procédure, délai non respecté, pas d'envoi de la lettre de convocation d'entretien préalable, ça peut justifier une indemnité qui est en général équivalente à un mois de salaire. Mais après, tout ce qui est licenciement lui-même et motivation, ça, c'est encore un autre problème. C'est pas une question de formalité, c'est une question de fond. C'est une question de motivation du licenciement qui, là, va permettre d'obtenir une indemnisation plus importante. Et tout ce qui est formalité administrative, tout ce qui est irrégularité, c'est quand même, il y a un risque contentieux qui est relativement limité pour l'employeur. Alors, Fatoumata, tu me contrediras si jamais. Non, c'est juste ce que tu dis. Voilà. C'est pour ça que j'insiste quand je dis, en tant qu'employeur, se faire accompagner par des personnes compétentes, c'est très important. En fait, c'est un temps que vous gagnez déjà parce que vous avez une personne qui se charge de ces choses-là qui ne sont pas forcément très passionnantes. Vous avez une personne experte qui s'en charge et qui le fait correctement. Donc, très important. Entourez-vous des bonnes personnes pour éviter justement toute procédure supplémentaire. Et donc, on va passer sur les étapes clés d'un processus de rupture de contrat de travail. Tu veux commencer, Laure? Oui, donc effectivement, en fonction des différentes modalités de rupture du contrat, vous avez un certain nombre de délais à respecter et ces délais, c'est aussi ça qui, je dirais, peut influencer le choix vers une stratégie ou une autre. C'est-à-dire que dans certains cas, le salarié va être pressé de sortir de l'entreprise, dans d'autres cas, il préfère attendre, avoir un certain temps, etc. Donc, en fonction de la situation, la durée que peut prendre la procédure, la durée que prend la procédure peut influencer aussi le choix de l'orientation vers tel ou tel type de sortie de l'entreprise. Par exemple, pour le licenciement, il y a des délais à respecter. Fatoumata va en reparler entre l'entretien préalable et le licenciement. Il faut notamment respecter 5 jours. Et entre l'entretien préalable et l'envoi de la lettre de licenciement, il faut respecter 2 jours. Mais je dirais que grosso modo, une procédure de licenciement, on est souvent sur un gros mois, on est sur un calendrier d'un gros mois. La rupture conventionnelle, on est plus sur 15 jours, 15 jours. 15 jours de délai de rétractation à compter de la signature de la convention de rupture et 15 jours ensuite d'homologation par la directe, par l'inspection du travail. La démission, on a un simple délai de préavis à respecter en sachant qu'en droit local, on a encore des délais spécifiques, mais voilà, il y a juste un délai de préavis à respecter. Et ensuite, effectivement, il y a l'obligation pour l'employeur de remettre certains documents. Mais Fatoumata, je vais peut-être te laisser reparler plus en détail par rapport aux délais avant qu'on parle plus spécifiquement des documents de rupture. Oui, alors pour un licenciement, il y a le délai. Donc, dès qu'on envoie le courrier de convocation à l'entretien préalable au licenciement à son salarié, on doit respecter 5 jours ouvrables entre la date d'envoi et la date du rendez-vous. Pourquoi? Ça permet au salarié tout simplement de réceptionner le courrier et puis, si ce salarié veut se faire assister, ça lui permet également de pouvoir contacter
soit dans son entreprise ou soit sur la liste qui se trouve auprès de la DRIT, des personnes qui pourraient l'assister lors de son entretien avec son employeur. Ensuite, après cet entretien, l'employeur doit respecter un délai de minimum 2 jours ouvrables pour notifier le licenciement s'il souhaite licencier son salarié, et il a un délai maximal de 1 mois. Donc, comme l'a dit Laure, c'est pour un licenciement, la procédure est en général, grosso modo, de 1 mois de procédure. Idem pour la rupture conventionnelle, on a un premier rendez-vous qui se fait, on a une convention qui est signée, il y a un délai de rétractation qui est à respecter, qui est de 15 jours calendaires. Une fois ce délai de rétractation est passé et que personne ne s'est rétracté, à ce moment-là, on envoie pour homologation auprès de la DRIT et on a un délai de 15 jours ouvrés à respecter. Si la DRIT ne nous répond pas, c'est OK, on peut sortir de nos effectifs le salarié le lendemain de la notification. Ensuite, pour la démission, comme Laure l'a dit, il y a un simple préavis à respecter. Tout dépend du préavis en fonction du poste qu'occupait le salarié et surtout de sa qualification. En Alsace-Moselle, il faut savoir qu'on a le droit local qui permet aux salariés d'avoir un délai de préavis de 15 jours minimum. Et ensuite, ça peut aller plus loin à 1 mois, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, en fonction, encore une fois, du statut du salarié et de là où il se trouve. Pour les documents, ça incombe à l'employeur de transmettre tous les documents à la fin à son salarié, à savoir son dernier bulletin de paye, à savoir l'attestation employeur, le solde de tout compte et le certificat de travail. L'employeur est obligé de transmettre ces documents à son salarié. Et s'il ne les transmet pas, il risque d'avoir, je pense que Laure le pourrait lui dire, parce que c'est vrai que je ne suis pas forcément informée sur ce que risque un employeur quand il ne transmet pas ses documents, mais le salarié pourrait poursuivre l'employeur à ce niveau-là. Tout à fait. Donc, effectivement, les documents de rupture, ils sont importants. Pourquoi? Dans ce qu'on appelle déjà documents de rupture, comme l'a dit Fatoumata, vous avez le certificat de travail, vous avez l'attestation pour l'emploi, vous avez le reçu de solde de tout compte, et je crois que c'est tout, et le document relatif à la portabilité de la prévoyance, le cas échéant. L'attestation pour l'emploi, elle est forcément importante parce que c'est ce document qui va permettre ensuite aux salariés de bénéficier des allocations de retour à l'emploi, puisque dans 90% des cas, voire 95%, Pôle emploi refuse de mettre en place ces allocations tant qu'elle n'a pas le document de l'attestation Pôle emploi sur lequel le motif de rupture notamment est indiqué et la grille des salaires perçus par le salarié pour calculer le montant d'allocation. Donc ce document, il est hyper important. De la même manière, le solde de tout compte, c'est là où tout ce qui est, toutes les sommes relatives à la rupture du contrat vont être formalisées, vont être indiquées. Et donc, effectivement, là, c'est important aussi, surtout si le salarié le signe, parce qu'après, il va avoir que 6 mois pour le contester, sinon ça voudra, entre guillemets, accord sur les sommes qui sont indiquées dans le solde de tout compte. À contrario, effectivement, si ces documents ne sont pas remis au salarié, le salarié, il peut faire des contestations devant le conseil des prud'hommes en disant, voilà, ces documents de rupture, l'employeur est tenu de les adresser. Alors, en général, on est plus sur un gros mois. On laisse en général un délai de 1 gros mois depuis la rupture pour que l'employeur établisse ces documents. Attention, ces documents, ils sont ce qu'on dit quirables et pas portables. C'est-à-dire que l'employeur doit les établir, les mettre à disposition du salarié, mais n'a pas à lui les envoyer. En pratique, dans la plupart des cas, Fatoumata me confirmera, on les envoie par courrier. L'employeur les envoie par courrier, mais techniquement, l'employeur peut dire, voilà, les documents sont prêts, venez les chercher. Voilà. Mais effectivement, si l'employeur ne respecte pas et n'envoie pas les documents, on peut demander des dommages à intérêts devant le conseil des prud'hommes et surtout, on peut enjoindre l'entreprise à les établir. Et on fait effectivement cette demande, notamment, on fait une procédure accélérée en général pour le faire. Et si on justifie d'un préjudice, le préjudice, notamment le fait de ne pas percevoir les allocations de retour à l'emploi, par exemple, on peut obtenir une indemnité par rapport à ça. Voilà. C'est ça. Merci. Du coup, nous allons conclure. Est-ce que Laure, tu veux commencer? Oui, alors, par rapport à tout ce qu'on s'est dit là,
qu'est-ce qu'il est important de comprendre? Ce qu'il est important de comprendre déjà, c'est d'être bien accompagné, que ce soit l'entreprise ou le salarié, c'est important d'être accompagné pour ne pas faire n'importe quoi. En tant que salarié, la première chose que je conseillerais lorsqu'on s'oriente vers une stratégie de sortie, c'est surtout pas de démissionner. Pour moi, la démission, c'est vraiment ce qu'il ne faut pas faire. C'est jamais ce que je recommanderais à un salarié de démissionner parce que pour lui, ça ne comporte aucun avantage si ce n'est de se libérer rapidement de l'entreprise. La deuxième chose, c'est effectivement, c'est je dirais, de réfléchir par rapport à sa situation. Est-ce que je veux rester dans l'entreprise? Est-ce que je veux sortir de l'entreprise? Est-ce que j'ai l'intention par la suite d'engager une procédure contre mon employeur ou pas? Est-ce que effectivement je m'imagine pouvoir reprendre un poste rapidement plus tard? Plus tard. Est-ce que excusez-moi. Pas de souci. Est-ce que je m'imagine effectivement sortir? Excusez-moi. Que je reprenne? Est-ce que ça va aller? Est-ce que je m'imagine sortir ou non de l'entreprise? Donc, si vous voulez, tous ces facteurs, ils doivent être pris en compte pour permettre aux salariés, excusez-moi pour la voix, pour permettre aux salariés effectivement de prendre la bonne décision. C'est-à-dire de dire, en fonction de ma situation, je vais m'orienter vers telle ou telle solution. Est-ce que je suis en situation amiable avec l'employeur? Auquel cas, je vais me diriger vers une rupture conventionnelle. Est-ce que effectivement je suis en situation de conflit? Auquel cas, je vais effectivement anticiper, formaliser les choses dans le cadre d'une prise d'acte ou d'une résiliation judiciaire. Est-ce que effectivement j'ai un problème de santé que je souhaite formaliser? Auquel cas, je vais m'orienter vers un licenciement pour inaptitude. Donc, si vous voulez, tous ces différents facteurs doivent être pris en compte pour effectivement établir une stratégie qui soit gagnante pour le salarié, à la fois par rapport à ses souhaits de se maintenir ou non dans l'entreprise et par rapport à son futur en dehors de l'entreprise. Mata, je te laisse reprendre la parole. Oui, et au niveau de l'employeur, moi, ce que je conseillerais aux employeurs, c'est d'avoir en tête 4 personnes. La médecine du travail, quand il s'agit du cas de santé de son salarié, le CSE qu'il faut consulter quand on l'a en place. Donc, le CSE, on veut se séparer d'un salarié, automatiquement, on pense consulter le CSE. Il y a un avocat, si on est dans une situation, on ne sait pas comment gérer, on a besoin de certains conseils, on se dirige vers un avocat ou sinon une autre personne avec des compétences juridiques qui saura nous conseiller au mieux, nous saura nous diriger au mieux. Quand on se sépare d'un salarié, ce n'est pas toujours conflictuel. Hein. Et quand bien même c'est conflictuel, il faut toujours faire en sorte de garder en tête qu'au départ, on avait de bonnes relations avec cette personne. Malheureusement, on doit se séparer pour X ou Y raison. Du coup, respecter les procédures à faire. Parce qu'une simple erreur de procédure peut nous emmener vers un contentieux et donc une nouvelle procédure à gérer. Et j'ai envie de dire, quand un employeur se sépare d'un salarié, il a envie que ça se passe vite et facilement et sans pour autant retomber dans une nouvelle procédure qui est en plus là, qui serait à son encontre parce qu'il n'aura pas respecté ou aura mal fait par méconnaissance ou tout simplement par négligence certaines étapes qu'il faut respecter à la lettre et que ce qui est primordial. Au niveau des indemnités, pareil, vous avez un gestionnaire de paye ou un cabinet de paye externe ou interne, toujours les consulter pour savoir combien ça vaut, est-ce que le calcul est bien fait. Toujours vérifier. La confiance n'exclut pas le contrôle. Hein. On peut travailler pendant plusieurs années avec une personne qui gère nos payes et il peut y avoir une erreur. Toujours vérifier derrière, demander à comment se fait le calcul, est-ce que le calcul se fait de telle et telle manière, est-ce que le montant est correct pour au final éviter encore une fois toute erreur. Parce qu'encore une fois, s'il y a une erreur au niveau des indemnités, le salarié, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se saisir du Conseil des prud'hommes pour faire valoir ses droits et
il aura bien évidemment raison à ce niveau-là et dans ce cas-là. Voilà. Dans tous les cas, pensez à vraiment être attentif à ces différentes choses. Posez-vous, avant de prendre une décision, posez-vous ces différentes questions. Si vous êtes salarié, une fois encore, posez-vous les questions de est-ce que je me projette dans l'entreprise ou pas? Si vous êtes employeur, est-ce que je projette le fait que le salarié reste dans l'entreprise ou pas? Je suis salarié, est-ce que je souhaite envisager un contentieux ou pas? L'employeur, est-ce que je souhaite éviter, anticiper un éventuel contentieux? Il faut toujours, je dirais, toutes les questions, tous les critères dont on vient de vous parler, c'est important de se poser ces différentes questions avant de prendre une décision. Et effectivement, le cas échéant, de faire appel à un professionnel. Mais le problème, c'est que les enjeux sont extrêmement importants, à la fois pour l'entreprise, parce qu'il y a un risque contentieux derrière, et pour le salarié, parce que s'il s'oriente vers la mauvaise stratégie de sortie, c'est fini. C'est-à-dire, nous, même si on arrive en bout de course, avocat, on ne pourra pas rattraper. On ne pourra pas rattraper la chose, et ça le privera de certaines possibilités, que ce soit par rapport aux indemnités de rupture, que ce soit par exemple pour revendiquer des manquements de la part de l'employeur devant le Conseil des prud'hommes. Donc, c'est vraiment important de vous poser toutes ces questions en amont pour éviter effectivement par la suite de vous retrouver dans une situation avec des enjeux financiers qui sont quand même extrêmement importants, tant pour le salarié que pour l'entreprise. Alors, je vois qu'il y a une question de M. Nagatse par rapport à la rupture du contrat. Si la faute est lourde, quel est le sort des indemnités de l'employé? Alors, la faute lourde, elle est difficilement, Fatoumata, tu me confirmeras, mais elle est difficilement recherchée par l'employeur parce qu'elle nécessite non seulement de prouver que c'est une faute grave qui nécessite la rupture immédiate du contrat, mais en plus, l'intention de nuire de la part du salarié. Donc, c'est extrêmement compliqué à prouver, donc c'est assez rare. Mais il est vrai que la faute lourde prive, comme la faute grave, des indemnités de rupture. Jusqu'à récemment, elle privait aussi de l'indemnité compensatrice de congés payés, mais ça a été supprimé parce qu'on a considéré qu'effectivement, par rapport, je crois, Fatoumata, aux dispositions européennes, ce n'était pas conventionnel. Donc, en réalité, le salarié qui a commis une faute lourde encourt la même sanction qu'un salarié qui a commis une faute grave. Et surtout, ce n'est pas pour autant qu'il se verra privé des allocations de retour à l'emploi. C'est Si ça. tu veux compléter, Fatoumata? Ouais. Voilà, ce qu'a dit Laure est correct, mais c'est vrai que, comme tu l'as dit, c'est très rare qu'un employeur va se diriger vers une faute lourde. D'ailleurs, on n'a même pas émis d'exemple à ce niveau-là parce que c'est vraiment très rare. Il faut vraiment avoir un dossier très solide et il faut surtout avoir comme premier élément l'intention de nuire du salarié vis-à-vis de son employeur. Ça, on n'a pas des cas tous les jours comme ça. Donc, c'est vrai qu'on part très, 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 très rarement sur ce type de licenciement. On part souvent sur des licenciements pour cause réelle et sérieuse ou sinon pour des licenciements pour faute grave, tout simplement. Est-ce qu'il y a encore des questions par rapport on va arriver à la session questions-réponses, donc profitez-en. Si vous avez des questions par rapport à tout ce qu'on s'est dit, c'est le moment. Alors. Pas d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, donc déjà, on vous remercie de votre attention pour ce webinaire et pour ces 1 heure que vous venez de passer avec nous. Et vous avez nos adresses mail de contact. Donc, si vous souhaitez nous contacter pour diverses raisons, donc Laure est spécialisée en tant qu'avocate au niveau du droit du travail. Elle accompagne les salariés. Et moi, je suis consultante RH indépendante. Je suis spécialisée dans l'accompagnement des gérants au niveau du service RH dans son entièreté. Donc, Laure, si tu as quelque chose à ajouter, je te laisse la parole. Écoutez, moi, c'était effectivement un plaisir de pouvoir intervenir dans le cadre de ce webinaire à côté de Fatoumata. J'espère en tout cas qu'on vous a apporté des informations qui vous permettront, que ce soit vous en tant que salarié ou vous en tant qu'entreprise, de prendre les bonnes décisions au bon moment. Mais en tout cas, si vous avez d'autres questions, il ne faut pas hésiter effectivement à me contacter. Je suis très disponible sur LinkedIn, Facebook,
Et de manière générale, vous pouvez me contacter aussi via mon site internet. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à me contacter. On vous remercie encore une fois de votre attention. Et puis, vous avez nos contacts. Je suis également joignable sur LinkedIn. Je n'ai pas de site internet, mais vous avez mon adresse email. Puis, si vous avez des questions qui vous viennent par la suite, n'hésitez surtout pas. Merci beaucoup. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on n'a plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée. Et on vous dit à bientôt, puisque nous avons de nombreux webinaires qui sont organisés. Je vous invite à consulter la page parce que nous mettons dessus le calendrier des différents webinaires à venir. Donc, n'hésitez pas à consulter la page pour voir les prochains webinaires. On en a déjà 2 qui sont organisés, qui sont prévus pour le mois de novembre et le deuxième, effectivement, au mois de janvier. Donc, n'hésitez pas à regarder la page pour voir les différentes dates des webinaires et nous suivre sur ces différentes interventions. Voilà. Et la page, on rappelle le nom, les infos des entreprises, le point info des entreprises et des salariés sur LinkedIn. Voilà. Merci pour votre présence. Bonne soirée. Merci. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.